On y est enfin, le test de la Xbox Series X. On va pouvoir parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit ce qui est proposé, les performances, l'interface, et vous allez voir qu'il y a quelques trucs qui sont quand même sacrément intéressants dans cette console. Et d'autres qui le sont moins, mais bon. On va parler de tout ça. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, on va parler de la nouvelle Xbox Series X qui est juste là car je peux dès maintenant tout vous dire dessus. Puissance, interface, ergonomie, on va parler d'absolument tout. Et surtout, venant d'un PCiste aguerri comme moi, est-ce que cette console peut avoir un intérêt si on a un bon PC à côté et qu'on fait partie de la PC Master Race? Eh bien, on va voir tout ça. Et vous inquiétez pas, on va faire des vidéos comparatives entre PC et console à prix égal très bientôt avec ces consoles de 2020. On attend juste la sortie des cartes graphiques moins chères, mais ça arrivera très vite. Alors si vous voulez savoir s'il y a moyen d'avoir un PC tout aussi puissant que cette console ou la PS5 au même prix, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, de mettre un commentaire sous cette vidéo, le pouce bleu, bref, appuyez sur tous les boutons qui sont sur votre écran en ce moment même quoi. Proposée à 500 ou 300 € dans sa version S, moins puissante, moins spacieuse et en termes de stockage, mais aussi moins encombrante, en termes d'encombrement de base, cette nouvelle Xbox se veut être la révolution du gaming avec des performances toujours plus folles. La possibilité de jouer en 4K 60, même si j'ai l'impression d'entendre ça depuis 3 générations maintenant et que à chaque fois c'est pas vraiment le cas, et des temps de chargement presque invisibles. Mais qu'en est-il réellement et comment tout ça fonctionne? Les performances, vous les avez vues partout, 12 teraflops, 16 Go de RAM, un proc AMD Zen 2 et un GPU sous RDNA 2 comme les nouvelles Radeon 6000. Bref, on est sur des composants bien récents et quand même assez puissants. Et bien sûr, ce qui a fait énormément parler, le fameux SSD ultra rapide. Bon, on connaît le NVMe sur PC depuis quelques années maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. Et en vrai, je suis quand même assez mauvaise langue, on est sur du très bon NVMe quand même ici au niveau vitesse. Pour parler rapidement niveau accessoires, la manette Xbox One n'a presque aucun changement. Un remplacement de certains boutons au milieu et marre quoi. Ce qui est intéressant, c'est que déjà les manettes Xbox One fonctionnent sur Series X et Series S, donc pas besoin d'en racheter, mais les manettes Series X et Series S fonctionnent aussi sur Xbox One, ça va dans les deux sens. Mais ça montre bien que rien n'a vraiment évolué sur ces manettes. Le grip change un peu au niveau de la qualité, mais voilà, c'est un peu comme si c'était une édition limitée quoi, ça va pas vraiment plus loin. Oui, ok, la croix directionnelle a changé, on a celle de la Xbox Elite maintenant à peu près. Bon, oui, c'est cool, je vous aurais bien montré la Xbox Elite à côté, mais malheureusement je l'ai perdu, ça c'est triste. Après, faut dire aussi que la manette de Xbox One est déjà bien agréable et on change pas une équipe qui gagne comme on dit. Côté console, elle est très sobre comme vous pouvez le voir, et finalement elle est plutôt jolie car je trouve que dans un décor elle peut matcher facilement la déco de votre salon, là où le monolithe de l'autre côté risque de rentrer plus difficilement. Et niveau interface pareil, c'est très sobre comme vous pouvez le voir, même si on remarque un truc, on nous montre direct le Game Pass parce que c'est vraiment le truc qu'ils mettent le plus en avant. Car en fait, c'est même ça qu'ils mettent le plus en avant que la console, mais on en reparlera après. En lançant quelques jeux assez récents, on peut voir que la qualité graphique est quand même pas mal au rendez-vous. Et qu'effectivement, on peut réussir à faire tourner des jeux sortis sur la génération précédente de manière assez fluide en 4K. Malheureusement, je pourrais pas vous tester ce fameux 120 FPS qu'on voit partout parce que ma télé ne va pas jusque là, alors que pourtant c'est un gros modèle, comme la plupart des télés des gens d'ailleurs. Mais ça pareil, on en reparlera à la fin de pourquoi certaines features sont en avance sur leur temps ici. Bon après, j'aurais pas beaucoup de jeux next-gen entre guillemets à vous tester vu que ils sont juste tout simplement pas encore sortis sur la console. Et là il faudra vraiment voir au cas par cas ce que ça donne. La série X promet de la 4K 60 quand la série S promet du QHD 60. Mais c'est un peu bizarre de le dire comme ça parce que chaque jeu va se gérer de manière totalement différente. Par exemple, on a vu beaucoup d'articles parler de PUBG en disant qu'il tournera à 60 sur série X et 30 sur série S. Bref, compliqué de s'y retrouver dans toute cette tambouille. Un des points souvent mis en avant sur la console, c'est ce fameux Quick Resume qui permet de revenir sur un jeu de manière extrêmement rapide. Il suffit juste d'appuyer sur le jeu et en quelques secondes, ça relance le jeu et en vrai, ça dépendra bien sûr des jeux, mais c'est vraiment très rapide et ça prendra jamais plus de 10-15 secondes de manière générale. D'ailleurs, vous pouvez rejouer sans trop de problèmes. Exactement où vous étiez, donc justement, ça relance pas le jeu quoi, ça a vraiment mis le jeu comme une espèce de save state sur un émulateur en gros. D'un côté, ça permet de jouer à plusieurs jeux en parallèle, sans avoir l'impression de devoir le lancer après et que ça va prendre 10 plombes pour passer de l'un à l'autre. Donc c'est plutôt intéressant. De l'autre, on passe vraiment sur du gaming fast-food et donc vu qu'on va lancer les jeux les uns après les autres comme ça, comme si on grignotait partout, on perd un peu du coup d'immersion dans chacun des jeux je trouve. Et donc pendant mon test, j'arrêtais pas de passer sur du Banjo et Kazooie, puis derrière du Kingdom Hearts et Buried by Sleep, et puis enfin sur du Ori. Et au final, je me sentais moins impliqué dans les jeux à cause de cette feature, parce que dès qu'il y a un jeu qui m'ennuyait,
hop, je passais sur un autre, au niveau de l'histoire, ça m'intéressait moins. Après, c'est une méthode différente de consommer les jeux. Après, c'est peut-être l'effet de nouveauté sur la feature qui fait que je suis en mode, oh, je peux lancer les jeux en vraiment quelques secondes, donc j'en profite. Mais donc, ça s'estompera peut-être avec le temps. Néanmoins, en dehors de ça, vu que le SSD, il est assez costaud, les temps de chargement sur ces jeux sont quasiment inexistants sur ces jeux-là, même si c'est des jeux d'ancienne génération. Et pour le nombre de jeux qui peuvent tourner en même temps en quick resume, on tourne autour des 6, même si on sait pas trop, sachant qu'encore une fois, ça dépendra de si les jeux sont gourmands ou pas, bien sûr. Et donc, ça va être vraiment du cas par cas pour voir si le lancement se fait rapidement de l'un à l'autre. Mais pour moi, la vraie révolution là-dedans, elle est pas matérielle avec cette box, mais elle est vraiment logicielle avec ce fameux Game Pass, parce que c'est vraiment ça, finalement, qui est super intéressant dans cette console. Car avec cette dernière, on profite d'un catalogue de jeux vraiment très complet, de gros jeux en plus, pas que des jeux indépendants. Et ça de studios Microsoft ou aussi de certains tiers. Il y a vraiment moyen d'avoir plein de trucs super intéressants. Il y a encore une fois moyen de jouer pendant des heures et des heures à la console sans rien dépenser de plus que l'abonnement de 9 à 13 € par mois, qui en plus permettra de jouer au catalogue EA Play dans sa version Ultimate. Donc vous pourrez aussi profiter des derniers Mass Effect et autres productions Electronic Arts, même si de leur côté, ils mettent pas directement leur dernier jeu sur EA Play. Il faudra attendre un petit peu. Mais on voit qu'il y a une vraie envie d'avoir un catalogue extrêmement complet et extrêmement qualitatif là-dessus. Pour dire à quel point c'est finalement pas la console le produit phare vendu, mais ce fameux Game Pass, ils ont un système, le Xbox All Access, pour acheter la console en abonnement avec le Game Pass. Et par exemple, pour le modèle X, cela revient même moins cher d'acheter la console en abonnement que d'acheter la console directement et le Game Pass à côté sur 24 mois. Enfin, encore faudrait-il que ce soit disponible parce qu'avec le Covid, on voit l'offre repoussée par endroits, comme à la Fnac par exemple. On verra comment ça se profile ça. À voir aussi par contre les jeux qui seront là dès leur sortie et s'il est vraiment possible de profiter uniquement du Game Pass si on veut jouer à des jeux récents. Par contre, cette console est le paradis du rétro gamer. Car encore une fois, au vu de tout ce qui est proposé dans ce fameux Game Pass, bien comme les 74 jeux Kingdom Hearts qui vous permettront de tenir encore les 6 prochains confinements tellement c'est long, mais aussi car les jeux sont souvent améliorés entre guillemets. Et ça même en disque d'ailleurs, car la console peut carrément accepter des CD allant jusqu'à la Xbox première du nom, le gros truc là qui date d'il y a maintenant 15 ans je crois. En plus, la console ne se contente pas de juste vous proposer un jeu qui marche, mais va l'optimiser pour vous donner la meilleure expérience possible avec. La plupart des disques Xbox One vont tourner sur la série X et une liste de jeux 360 et Xbox classique tourneront aussi dessus, et avec à chaque fois des améliorations graphiques comme la 4K, du Quad HD, du HDR, voire même du 120 FPS parfois si vous avez la télé qui peut aller jusque là. Pour le coup, si vous avez des jeux Xbox, c'est sur cette console que vous aurez de très loin la meilleure expérience. Et pour le coup, c'est plutôt cool car c'est pas juste une simple rétrocompatibilité qui s'embête pas à mettre les jeux de la même qualité. Non, il y a une vraie amélioration derrière. Par contre, bien sûr, tout ça n'est pas possible avec la série S, parce que il y a tout simplement pas de lecteur de disque sur la console, donc adieu la rétrocompatibilité sur les disques, et il va falloir absolument tout télécharger dessus, et on va voir que ça risque de poser des problèmes dans certains cas. Car un des points qui fâche par contre, c'est que ce fameux Game Pass nous montre une des grosses limitations de tout ça, le stockage, et comme vous le voyez, il me reste déjà plus beaucoup, alors que j'ai pas installé non plus énormément de choses dessus, quoi. Et oui, car pour le coup, ça va très vite de remplir totalement l'unique teraoctet de la console, ou plutôt devrais-je parler des 825 gigaoctets, parce que le reste est dédié au système. Le stockage de la Xbox Series X se fait bouffer en quelques jeux, vu que ces fameux jeunes prennent de plus en plus de place. Et j'ose même pas imaginer la Xbox Series S qui a moitié moins d'espace de base. J'ai installé, comme vous l'avez vu, une trentaine de jeux peut-être, avec des jeux plus ou moins lourds, et rien que là, je suis déjà obligé de faire des compromis, car j'ai déjà bouffé 93,6% du stockage dispo. Alors oui, on peut acheter du stockage supplémentaire, 1 teraoctet précisément, mais ce dernier coûte aussi cher que la console en version S, donc 270 € à peu près. C'est du pur délire et en même temps, c'est assez normal car le stockage rapide ça coûte très cher même sur PC. Et certes, pour le moment, on sait pas trop si on peut acheter du stockage tiers ou bien si on est bloqué avec l'officiel, mais même avec du stockage tiers, ça risque de coûter cher quand même. Vous allez pas faire des économies de centaines d'euros. Et qui dit tout en dématérialisé avec des jeux qui sont extrêmement lourds et un stockage pas fou, dit devoir installer et désinstaller des jeux à la volée quand on n'y joue pas, quoi, et donc de les archiver finalement. Et si vous n'avez pas la fibre optique, ça risque d'être compliqué à une époque où il n'est plus rare de voir des jeux dépasser les 100 gigaoctets pour certains. Alors faire ça pour se dire faudra que je le désinstalle après, autant le SSD NVMe avec une fibre rend le tout très fluide parce que encore une fois l'écriture est très rapide, autant sans la fibre vous allez vraiment galérer. Par contre si vous l'avez, vous pourrez profiter facilement d'une des autres évolutions logicielles que Microsoft propose avec son Game Pass, encore une fois vu que c'est le logiciel qui est mis en avant, c'est celle du cloud gaming. Déjà avant ça, avec le
Xbox Play Anywhere, il était possible d'avoir nos sauvegardes qui nous suivaient partout, qu'on soit sur sa console, donc sa Xbox One, maintenant la Xbox Series X, mais aussi sur son PC. Et couplé avec xCloud qui est en train d'arriver, vous pouvez aussi profiter de tout ça sur téléphone mobile. Vous pouvez donc commencer une partie sur votre PC portable, la continuer dans votre salon sur votre Xbox et la finir dehors en faisant la queue pour votre test PCR sur votre smartphone. Plutôt sympa. Mais donc avec tout ça, on se pose la question, est-ce qu'avoir une console avec des performances chez soi va vraiment être une solution viable dans le long terme vu que le cloud gaming est de plus en plus poussé même par Microsoft? Et donc peut-être qu'on va très vite mettre de côté les performances des consoles pour passer en full cloud gaming aussi dessus. Bah ça pour le moment compliqué d'y répondre et en conclusion cette console est pour moi une sorte de box TV de gamer avec toutes ses possibilités de contenu média et de jeux vidéo. Car j'en ai pas parlé mais on a aussi accès à YouTube, à Disney+, à Netflix, à Apple TV aussi qui vient d'arriver. On se décrochait de plus en plus de l'esprit console de jeu au fil des années, comme c'était déjà le cas entre la PS3 qui était plus multimédia et encore plus la PS4 et pareil du côté Xbox. Et là on est sacrément éloigné et on est sur une machine vraiment axée multimédia. Ça pourrait être limite un dongle comme une Chromecast finalement cette console avec du cloud gaming et la comparaison est cocasse parce que Microsoft travaille sur un dongle de ce style qui permettrait de jouer en streaming. Donc finalement on est vraiment là sur une envie de beaucoup plus proposer un service qu'une console et un service très bon encore une fois, mais en dehors de ça, bah c'est une Xbox One 2 et actuellement le gap est tellement minime à part sur les performances, sur ce qui est proposé qu'il faut vraiment être sûr d'en avoir une utilité sur les premiers jours. Et encore une fois, est-ce qu'acheter une console Day One a un réel intérêt? Est-ce que vous vous sentirez vraiment lésé d'avoir encore une console de la génération d'avant? Bah je pense clairement que non, parce que la grande majorité des jeux vont être cross-gen pendant au minimum 6 mois, 1 an. Et à mon humble avis, avant 2022, il n'y aura pas beaucoup d'exclusivités propres à cette console uniquement. Et ça, que ce soit du côté Xbox ou PlayStation, hein, clairement, c'est pas que pour leur pomme. Donc attendez, c'était déjà le cas à l'époque de la Xbox One et la PS4, mais c'est encore plus flagrant ici. D'autant plus qu'avec le Smart Delivery, bah, les jeux que vous allez acheter sur votre Xbox One, vous pourrez en profiter directement sur la nouvelle génération, encore une fois avec les améliorations graphiques sans devoir repayer quoi que ce soit. Par contre, ouais, on se rend compte qu'on est encore plus proche d'un PC déguisé, ce qui en soi, bah, n'est pas forcément un mal, hein. Mais du coup, on sent pas trop de révolution du gaming, comme une vraie nouvelle génération. On sentait déjà que c'était moins le cas entre la génération d'avant et celle d'encore avant, mais là, bah, ça se lisse encore plus. Et vu que le Game Pass, encore une fois, est aussi disponible sur PC, la grande majorité des jeux y seront aussi jouables. À voir donc les exclusivités proposées sur la console en elle-même. Oui, on parle d'une exclue Elder Scrolls 6, car rachat de Bethesda. Mais on est vraiment sur le stade de la rumeur ici, et donc pour le moment, les exclusivités propres à la Xbox Series X et S sont vraiment très maigres. Encore une fois, ça peut peut-être sortir sur PC. Et il y aura moyen de bien profiter encore de sa Xbox One avec le service de Game Pass qui est aussi dessus. Enfin, on se rend bien compte que maintenant, sans la fibre, ça devient quand même très compliqué d'être un gamer, hein. Donc à voir si cette poussée du Game as a Service va vraiment être effective en France, quand on connaît bien le retard qu'on a à ce niveau-là. Mais vous alors, vous en pensez quoi de cette Xbox Series X? Est-ce qu'elle peut vous intéresser? Est-ce que vous comptez vous en acheter une ou est-ce que vous l'avez déjà précommandée? Ou alors vous êtes-vous rabattu sur la série S moins performante mais aussi 200 € moins cher? Ou alors finalement vous n'avez rien pris de tout ça car vous êtes team PlayStation ou un membre vraiment aguerri et élitiste de la PC Master Race et donc vous avez dépensé tout votre argent dans les dernières RTX 3000? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, comme ça ça me permettra de voir vraiment sur quoi vous jouez les gens qui me regardent, parce que finalement si ça se trouve moi j'adore le PC et personne n'adore le PC dans ceux qui me regardent, j'en sais vraiment rien. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de vous pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette vidéo et bien sûr de venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram, TikTok, si ça se trouve vous ferez gagner des consoles en plus, on sait pas. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos amis qui hésitent à se prendre une des nouvelles Xbox ou qui veulent savoir si ces dernières peuvent vraiment les intéresser ou si ça vaut peut-être le coup d'économiser et de voir un peu plus tard. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!